Salut les campeurs et oh les cœurs, n'oubliez pas vos bottes parce qu'on va s'aventurer dans les marais brumeux des sorties Steam oubliées. Bienvenue dans ce nouvel épisode des jeux underground. C'est des trucs plus underground, genre dans les caves et tout. Pour clarifier un peu ma méthode pour choisir un jeu, je clique pas totalement à l'aveugle dans la liste des sorties. Sinon on se retrouverait avec 5 épisodes d'affilée à parler de jeux hentai traduits à l'arrache et ça serait gênant pour tout le monde. Cela dit, Steam a récemment levé son interdiction de publier des jeux à caractère sexuel et ce serait intéressant d'explorer les titres qui vont s'engouffrer dans cette opportunité. Malheureusement, YouTube ne sera pas du même avis, je pense. Quoi qu'il en soit, et pour rester dans l'ambiance de ce mois de mai qui se réchauffe doucement, mes yeux ont été attirés par Sticks and Bones qui nous promet une aventure à l'ombre de brigantins pirates dans des Caraïbes aux polygones ensoleillés. Sticks and Bones est sorti le 29 mars 2019 et est développé entièrement par un seul homme, Mohamed Arkobi. Aucune information n'est vraiment disponible en ligne à son sujet, si ce n'est dans un post Steam début mai qui revient sur la baisse de prix de son jeu. Mais nous y reviendrons. Voyons à quoi tout ça ressemble, clavier et souris en main. Visuellement, on est un peu sur Zelda Wind Waker qui rencontrerait Grim Fandango. C'est du low poly aux couleurs chatoyantes qui, faute de se démarquer réellement de ses influences qu'on pourrait élargir à tous les jeux indés en 3D faits sous Unity, flatte la rétine avec courtoisie. C'est plutôt du côté des plans de caméra fixes et des perspectives exagérées qu'il faut chercher une identité un peu plus marquée qui dynamise le tout. Ma vidéo ne rend d'ailleurs pas justice au jeu car mon ordinateur n'étant pas une bête de puissance, j'ai dû réaliser la capture en assez basse qualité pour que ça reste fluide. Sur tout le reste, cependant, on sent le fan de LucasArts à l'œuvre. Je mentionnais Grim Fandango pour le visuel, mais il est impossible de ne pas avoir plané au-dessus d'un jeu d'aventure humoristique à thématique pirate, l'ombre de Monkey Island. Le texte de présentation du jeu l'avoue sur le ton de la blague, non, ça n'a rien à voir avec Monkey Island parce qu'il n'y a pas de singe. Et au-delà de ce bagage de références qui infuse dans toute l'ambiance, l'humour fonctionne bien et le choix d'avoir une aventure totalement muette rajoute un petit cachet le différenciant de l'humour très textuel dont on a l'habitude dans les jeux d'aventure. Le mutisme implique aussi une dose d'incompréhension entre les personnages qui crée des situations forcément plus drôles où c'est l'animation qui essaye dans un processus très cinéma des années 30 d'exprimer les intentions et les dialogues. Mention spéciale pour l'animation de course de notre squelette qui frôle la perfection. Le rythme comique est bien géré et j'apprécie le travail, surtout pour un développeur seul, sur la bande originale qui vient accentuer les gags et même parfois se crée dynamiquement selon les actions du joueur. Mais comment on y joue à ce jeu, me direz-vous ? Eh ben, c'est là où ça devient, selon la sensibilité, un mélange unique ou une suite foutraque de gameplay venant de différents horizons. Ma mécanique préférée, qui revient à plusieurs reprises, c'est le 1-2-3 soleil. En plus de me ramener à des jours plus simples où je me disputais avec Steve du CE1 pour savoir si on l'avait vu bouger ou si on l'avait pas vu bouger, ça se prête vraiment bien à l'ambiance humoristique. Voir notre personnage prétendre être un squelette normal dès que le capitaine pirate tourne la tête, je suis peut-être bon public mais ça me fait rire. Mais alors donc que je pensais qu'il s'agissait d'un jeu d'aventure avec des énigmes environnementales entrecoupées de mini-jeux, tout d'un coup, versus fighting, jeu d'exploration à la troisième personne, infiltration. Rien n'est fondamentalement injouable ou désagréable, mais rien n'est non plus vraiment suffisamment développé pour justifier sa présence. Je peux tout à fait comprendre que le but de tout ça est de vendre l'aventure et les blagues en changeant contextuellement le gameplay, mais en y jouant je me disais surtout que c'était dommage d'avoir perdu de l'énergie, surtout pour une personne seule, à faire plein d'embryons de systèmes de jeu plutôt qu'un core gameplay efficace. Enfin, rien de rédhibitoire, et sur la petite heure que prend le jeu, on se surprend même à s'amuser de ces surprises, un peu aléatoires mais inoffensives. On passe un bon moment avec un squelette rigolo, c'est joli, il y fait un grand soleil, on sent le travail et l'amour derrière, et l'un dans l'autre, pour 5€, c'est une expérience tout à fait sympathique. 5€. Tiens, ça me fait penser, j'ai pas mentionné tout à l'heure un message du créateur qui expliquait la baisse de prix. And the Oscar goes to... Red Marmotte. Ce message public de Mohamed Arkobi dans les news du jeu éclaire pas mal des aspects de Sticks and Bones et est une leçon douce amère sur le développement vidéoludique qui mérite d'être lu. On apprend que le jeu coûtait 10€ avant que, sous les commentaires se plaignant du manque de contenu, ils prennent la décision de le diviser par 2. À titre personnel et extérieur, je trouve effectivement que pour 1 heure de jeu, c'est plus honnête comme ça. Cela dit, il nous explique à renfort d'images et d'animation représentant le concept original, comment le développement du jeu lui a pris 1 année à temps plein, dont la première partie a consisté à développer le jeu d'aventure en 3D de ses rêves, et la seconde à ravaler ses ambitions pour réussir à sortir quelque chose de jouable avant de manquer d'argent. On entrevoit à ce moment-là le jeu d'action-aventure qui aurait donné leur raison d'être à ces mécaniques passagères d'action et d'infiltration, et qui aurait sûrement tenu quelques heures pour dérouler son gameplay et son scénario. Des animations d'escalade, différentes manières de se débarrasser des ennemis, on dirait
dirait un peu un Beyond Good and Evil mais avec un squelette. Et moi j'achète complètement et je comprends qu'on ait envie de développer ça. Quand Mohamed Arkobi rappelle que le développeur touche environ 35% du prix payé par le joueur après les taxes et la commission de Steam, vu la petite trentaine d'évaluations et l'absence de couverture de cette sortie sur internet, j'ose même pas faire le calcul de ses pertes pour une année de travail. Je me suis d'ailleurs senti un peu bête à acheter les jeux indés sur Steam en lisant ça. À l'avenir, j'essaierai et je vous encourage à passer par itch.io qui est beaucoup plus respectueux financièrement des développeurs. Plus les explications avancent, plus on sent entre les lignes l'amertume d'un créateur qui a essayé de rentabiliser son travail, qui se désole de voir son jeu indépendant piraté, il souligne lui-même l'ironie vu la thématique, et qui essaye de garder la face en conservant un ton léger et en essayant de se plier aux demandes des utilisateurs. Comme il le dit lui-même dans son premier paragraphe, ces réalités ne sont pas tant des excuses que des informations sur la raison d'être du jeu dans cette forme et son prix initial. Alors oui, effectivement, ça met pas une super ambiance. J'aurais bien aimé le voir, moi, son jeu poussé jusqu'au bout, avec une vraie rémunération pour lui permettre de vivre. Peut-être même avec une équipe pour le soutenir derrière, parce que, je le redis, même en l'état, c'est vraiment sympa et impressionnant vu ses moyens. Le gars est clairement talentueux. C'est peut-être une évidence à dire, mais la mythologie capitaliste du créateur génial à la Steve Jobs qui se construit tout seul dans son garage et qui jouit financièrement des fruits de ses bonnes idées et de ce qu'il a apporté au monde, c'est un mythe capitaliste, ouais. Combien d'Edmund Macmillan ou de Toby Fox pour combien de Mohamed Arkobi ? À quoi cela tient ? Est-ce que notre admiration de hipster pour le mode de production indépendant ne se cache pas des réalités matérielles du marché ? Est-ce que le marché, contrôlé d'ailleurs par des entreprises privées monopolistiques comme Steam, est sain ? Le terme indiepocalypse était arrivé vers 2015 pour désigner ce marché saturé où le créateur indépendant a réalistement plus de chances d'échouer dans l'anonymat que de connecter sa vision personnelle du jeu vidéo avec un public. C'est pas nouveau, mais on a tendance à toujours préférer se concentrer aujourd'hui encore, et c'est normal, sur ceux qui émergent périodiquement plutôt que sur ceux qui finissent par brader leur travail pour espérer toucher 2 ou 3 nouveaux joueurs ou joueuses, comme c'est le cas ici. Après, je dis pas, c'est sûrement un peu de sa faute d'avoir surestimé ses capacités et travaillé sans se rendre compte qu'il développait à perte un jeu à trop grande échelle. Mais son seul péché est d'avoir voulu faire le meilleur jeu qu'il imaginait. Et ça fait forcément mal au cœur de voir cela contraster avec la réalité du développement solitaire et les attentes du consommateur. Je n'ai pas de conclusion pertinente ou de potentielle solution à apporter à cet état de fait, si ce n'est donner un salaire universel permettant à tout le monde de vivre. Mais c'est l'occasion pour moi d'en parler, et à ce titre, si vous aimez les squelettes pirates, je vous encourage à lâcher votre menu kebab dans Sticks and Bones, qui n'est pas un chef-d'œuvre mais qui est le fruit d'un labeur honnête saupoudré du talent d'un développeur anonyme. Ah, et aussi il y a un lapin avec un mousquet sur le dos d'une mouette. Bon, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Comme d'hab, lâche le pouce bleu, abonne-toi et dis à tous tes amis que ouais, tu connais une petite chaîne là qui commence tout juste, mais les vidéos sont top. C'est cette chaîne-ci en fait. Je sous-entends de partager la vidéo. Sur ce, surtout n'oubliez pas de manger vos 5 fruits et légumes par jour. Bisous et au revoir.